Tout a commencé de manière tout à fait innocente. Ma femme et moi faisions du shopping sur Michigan Avenue. Jane était à la recherche d'un nouvel ensemble pour notre prochaine célébration de nos 25 ans de mariage. Elle a découvert une robe époustouflante et 2 paires de chaussures assorties, mais n'arrivait pas à se décider sur laquelle choisir. J'ai donc proposé que nous nous arrêtions au Gibson S pour prendre un verre et solliciter l'avis de notre belle-fille. Jane a acquiescé. Après 2 heures de shopping, elle était prête à boire un verre et, étonnamment, contacter Taylor semblait une bonne idée, car nous ne l'avions pas vue depuis un certain temps. Nous supposions que Taylor, notre belle-fille, travaillerait ce jour-là, car elle essayait généralement de prendre des quarts de travail le samedi. Elle affirmait que les pourboires étaient invariablement meilleurs le samedi. Notre fils, Paul, était absent la semaine précédente. Il recueillait des témoignages et des informations concernant une affaire judiciaire qu'il gérait. Paul est employé par le bureau du procureur du district et, bien qu'il ne soit pas autorisé à partager des détails spécifiques, il a laissé entendre que l'affaire impliquait la mafia russe et qu'il s'était entretenu avec plusieurs anciens membres qui étaient dans le programme fédéral de protection des témoins. Jane et moi avons hélé un taxi pour un court trajet jusqu'à Rush Street. Ce n'était qu'à 6 pâtés de maison, mais les jambes de Jane la lâchaient. Jane insiste pour porter des talons de 10 cm chaque fois qu'elle fait du shopping sur Michigan Avenue. Une histoire de devoir projeter la bonne image. Je suis marié depuis suffisamment longtemps pour savoir qu'il faut rester silencieux et s'abstenir de souligner l'absence de logique dans ses choix de chaussures. Le taxi nous a déposés devant le restaurant. Il était midi, donc cela aurait dû être la période la plus calme du quart de travail de Taylor. Si nous étions chanceux, nous pourrions discuter quelques minutes en savourant des cocktails et des amuse-gueules. Lorsque j'ai ouvert la porte du restaurant pour Jane, j'ai immédiatement remarqué Taylor au fond du bar. Elle est difficile à ignorer, étant 1,75 m de beauté scandinave. Taylor parlait avec un autre serveur, mais il y avait quelque chose dans leur comportement qui a déclenché des signaux d'alarme dans mon esprit, en particulier le fait que la main de Taylor reposait sur son épaule. Il n'y avait pas d'hôte à l'entrée quand nous sommes entrés, alors nous sommes restés là pendant 1 minute entière. Pendant cette minute, je n'ai pas détourné le regard de Taylor. J'étais quelque peu décontenancé par la façon dont il se regardait. J'ai jeté un coup d'œil à Jane pour vérifier si elle avait la même réaction. J'ai demandé une table dans la section de Taylor à l'hôte, et après qu'elle ait enfin détourné le regard de l'autre serveur, elle a commencé à marcher vers notre table. Elle a arboré son sourire de serveuse charmant habituel, qui a disparu l'instant où elle nous a reconnus, remplacé par une expression de choc et de malaise. « Maman, papa, quelle surprise !» La voix de Taylor était légèrement forcée, et il était évident qu'elle essayait de ramener le sourire sur son visage. Jane a répondu, « Taylor, nous nous sommes simplement arrêtés pour prendre un verre et obtenir ton avis sur une paire de chaussures. Nous avons fait du shopping pendant des heures, et nous avons tous les deux besoin d'un verre. » La commande habituelle. Pour toi, papa, un basil et dun sec, et pour maman, une Grey Goose sur glace. Ça a l'air super. Et une de ces assiettes de fromage, s'il vous plaît. Nous ne sommes pas pressés, Taylor. Alors, comment s'est passée ta semaine pendant que Paul était absent? J'ai demandé. J'étais très occupé et très seul. Paul me manque et j'espère qu'il rentrera bientôt à la maison. Le travail se passe bien. Je forme Carlo, le nouveau serveur. Taylor a jeté un coup d'œil à Carlo en disant cela, et à sa grande déception, il lui a fait un clin d'œil quand il a croisé son regard. Taylor est rapidement parti, en disant « Je vais vous apporter vos boissons », probablement aussi en disant à Carlo de se retenir devant la famille de son mari. Carlo nous a jeté un rapide coup d'œil, puis s'est dirigé vers la cuisine. J'ai saisi l'opportunité de l'absence de Taylor pour demander à Jane « Chérie, je sais que mon passé me rend parfois un peu méfiant, alors dis-moi ce que tu as observé. » Marc, ta suspicion n'est pas sans justification. J'ai perçu la même chose que toi. Et je ne permettrai pas à Taylor de briser le cœur de notre fils. Elle est un peu nerveuse, et honnêtement, elle semblait bien trop à l'aise avec ce nouveau type. Qu'en penses-tu, devrais-je appeler ton oncle Teddy? Teddy était l'oncle de Jane, qui avait pris sa retraite du département de police de Chicago quelques années auparavant et travaillait maintenant dans la sécurité privée. Le côté de la famille de Jane du côté de son père, les Summers, étaient tous policiers, tandis que le côté de sa mère, les Simon Sally, avaient des liens avec la mafia sicilienne. Cela rendait les réunions de famille intéressantes. Oui, pourquoi ne pas appeler mon oncle et l'inviter à prendre un verre? Taylor est revenu avec nos boissons et s'est assise avec nous pendant un certain temps,
car il n'y avait que quelques autres clients. Lorsque Carlo s'est approché de la table pour apporter notre amuse-gueule, j'ai saisi l'occasion de me présenter et de discuter un peu avec lui. Il était évident que l'anglais n'était pas la langue maternelle de Carlo. J'ai dû poser quelques questions avant d'apprendre qu'il venait d'Italie, travaillant ici tout en étudiant à Loyola. Jane et moi avons terminé nos verres et presque tout le fromage avant de rentrer à la maison, où j'ai appelé oncle Teddy. L'histoire de Mark Davis. Vous pouvez me considérer comme paranoïaque. Pourquoi une conversation banale entre deux collègues pendant une pause au travail a-t-elle provoqué un sentiment aussi négatif chez moi? Tout remonte à la fin de mon premier mariage, celui avec la mère biologique de Paul. Elle s'appelait Claire. Peut-être s'appelle-t-elle toujours ainsi, si elle est encore en vie. Nous ne nous sommes pas parlé depuis 15 ans, depuis son apparition à la remise des diplômes de Paul. J'ai épousé Claire immédiatement après la fin de mes études universitaires. Elle était barmaid dans la taverne que mes amis et moi fréquentions. C'était la plus belle femme, la mieux dotée, que j'ai jamais rencontrée, et, parfait exemple d'un homme qui réfléchit avec le mauvais organe, je me suis mis à sortir avec elle dès qu'elle a manifesté le moindre intérêt pour moi. Je ne suis pas une mauvaise personne, mais je suis à peu près certain que l'attirance de Claire pour moi était davantage liée au fait que j'étais un étudiant de 3e cycle et qu'elle avait probablement entendu parler de mon fonds en fiducie. J'avais toujours une liasse de billets sur moi et je donnais au barman, surtout aux plus attrayants, un pourboire bien supérieur au tarif standard. Claire a accepté de sortir avec moi, a eu des relations sexuelles avec moi jusqu'à ce que je sois à moitié mort dès notre première nuit ensemble, et a accepté ma demande en mariage avant la fin du semestre. Mes parents ont tenté de me dissuader de l'épouser, mais bien sûr, j'étais tellement plus intelligent qu'eux. Je crois que c'est Mark Twain qui a dit qu'il était étonné de voir à quel point son père avait appris au cours des 7 années entre les 18 et 20 ans de Twain, ou quelque chose dans le genre. Peu importe qui l'a dit, et peu importe comment il l'a dit, cela s'appliquait certainement à moi pendant cette période de ma vie. Heureusement, mon grand-père avait pris des précautions très spécifiques lors de la création des fonds en fiducie pour mon frère et moi. Il comprenait l'impossibilité d'accéder aux fonds avant l'âge de 30 ans et un contrat de mariage obligatoire avant de contracter un mariage. Même sans le demi-million de dollars du fonds en fiducie, j'étais quand même très bien loti. Tant que je maintenais mes notes, mes parents me versaient une allocation généreuse. Et grâce à leur relation, un emploi fantastique m'attendait une fois que j'aurais terminé mon MBA. J'ai obtenu mon diplôme. Claire a signé le contrat de mariage. Je suis presque certain qu'elle était sous l'influence de quelque chose quand elle l'a signé, mais le notaire n'a pas semblé le remarquer, principalement parce qu'il a passé tout son temps à essayer de regarder dans le décolleté de Claire pour apercevoir sa poitrine, et nous nous sommes mariés à Vegas avec seulement de légères objections de mes parents. Je n'affirmerai pas que tout le mariage a été affreux. En fait, sans causer trop de problèmes à Jane si elle lit un jour ceci, j'avouerai que le sexe était exaltant. Bien que Claire et moi couchions ensemble depuis notre premier rendez-vous, elle s'est vraiment surpassée pendant cette semaine à Vegas. Claire passait chaque jour à la piscine seins nus, portant le plus petit bikini qu'elle pouvait trouver. En fait, un après-midi, elle s'est liée d'amitié avec une jeune hôtesse de l'air qui lui a prêté un maillot de bain qu'elle avait acheté dans les Caraïbes. J'étais assis dans ma chaise longue au bord de la piscine quand elles sont descendues de la chambre de bête. Claire avait enlevé son paréo, et j'ai failli m'étouffer avec ma bière. La seule chose qu'elle portait était un minuscule string, et le devant avait un triangle transparent, à peine suffisant pour la couvrir. « Est-ce qu'on va se faire virer d'ici ?» ai-je demandé. « Si quelqu'un se plaint, j'en mettrai un autre », a-t-elle répondu. Personne ne s'est plaint, mais Claire et Bette ont passé cette journée, et la suivante, à se moquer de tous les hommes qui trouvaient des excuses pour se promener et se pavaner devant elle. Le soir, Claire n'était pas moins exhibitionniste. Elle portait soit les jeans les plus moulants imaginables avec un haut audacieux, jamais avec un soutien-gorge en dessous, soit une version de la petite robe noire qui parvenait à peine à couvrir ses atouts. Claire m'a adressé un large sourire alors que je regardais vers la scène et que je voyais 2 danseuses en tenue révélatrice se déplacer avec grâce sur la barre. « Comme ça ?» a-t-elle demandé, soulevant l'ourlet de sa robe pour révéler un porte-jartel sur sa cuisse. Sous le porte-jartel, elle a sorti quelques billets de 100 $. Ce soir, c'est moi qui régale. Et elle m'a vraiment offert une nuit que je n'oublierai pas de sitôt. Ce soir-là, j'ai eu plusieurs danses privées. J'ai fait de mon mieux pour rester respectueux, malgré l'intensité de l'atmosphère. La tension dans la salle était palpable, les agents de sécurité, bâtis comme des secondeurs au football, surveillaient de près tout ce qui se passait. Mais la vraie surprise est venue de Claire elle-même.
La danse qu'elle a commandée pour elle-même dépassait tout ce que j'avais jamais vu. Elle flirtait avec espièglerie et appréciait clairement l'attention. Tout est resté dans les règles, mais la tension entre elle et la danseuse était indéniable. Plus tard, sur le chemin du retour à l'hôtel, je voulais monter directement dans notre chambre, mais Claire a insisté pour prendre un dernier verre. Nous étions assis dans le salon, et elle n'arrêtait pas de me taquiner, se penchant tout près de mon oreille. « Alors, qu'est-ce qui t'a le plus plu ce soir ? Ma femme éblouissante dans la robe la plus audacieuse que j'ai jamais vue ? Ou peut-être la prestation de ces deux danseurs gracieux ? Ou peut-être le moment où tu as manifestement savouré l'attention un peu plus que je ne l'aurais imaginé, dis-je avec un sourire narquois. Elle sourit et se pencha encore plus près. Tu n'as même pas remarqué quand je me suis éclipsé une minute, n'est-ce pas ? Dommage. Qu'est-ce que tu veux dire, demandai-je. Réfléchis Y. Pendant que tu étais occupé, j'ai eu ma petite aventure. Je me suis figé. Était-elle simplement en train de me taquiner, ou était-elle sérieuse ? Pauvre Marc, murmura-t-elle. Tu veux que ce soit une blague, mais peut-être qu'une partie de toi aime bien l'idée. Il y avait beaucoup à digérer. Mais je lui répondis clairement, si jamais tu franchis la ligne, c'est fini. Je me fiche de l'endroit où nous sommes, même à Vegas, le divorce est aussi rapide que le mariage. Claire se tut. Je pris sa main et la conduisis jusqu'à l'ascenseur. Une fois dans la chambre, j'avais besoin d'être sûr que ce que nous avions était encore réel. Je la serrai contre moi, nous nous sommes déshabillés et avons cédé à notre passion. Je sentis la tension se dissiper, remplacée par ce que nous appelions autrefois l'amour. Nous étions allongés dans les bras l'un de l'autre. Je passai mes doigts dans ses cheveux blonds. La nuit avait été merveilleuse, mais je sentais que je devais dire quelque chose avant de nous endormir. Je peux supporter les taquineries, mais souviens-toi de ce que je t'ai dit. Si jamais je te surprends à tromper, c'est fini entre nous. Je sais, ce n'est pas la chose la plus romantique qu'un mari puisse dire à sa femme après avoir fait l'amour, mais Claire devait comprendre à quel point je prenais au sérieux la fidélité conjugale. Nous avons probablement conçu Paul cette nuit-là, ou lors de l'une des nombreuses matinées, après-midi ou soirées de notre semaine à Vegas, car 6 semaines plus tard, Claire tenait un de ses bâtonnets de test de grossesse, et il s'est avéré positif. J'étais ravi à l'idée de devenir père, et Claire semblait heureuse elle aussi du moins, elle n'a jamais prononcé un seul mot négatif. Nous étions financièrement stables grâce à mes revenus, et nous avons convenu que Claire resterait à la maison et serait une mère à plein temps. Sa grossesse s'est bien déroulée et Paul est né en décembre. Et oui, c'était bien mon fils. Claire n'était pas une super mère, mais elle était une bonne mère pour Paul. L'un de nos plus grands désaccords pendant les derniers mois de sa grossesse était de savoir si Paul serait allaité. Claire a catégoriquement refusé d'y penser, et au final, on ne peut pas forcer une femme à allaiter son enfant. Après le 2e anniversaire de Paul, Claire a voulu reprendre le travail. Le seul métier qu'elle avait était barman. En guise de compromis, j'ai insisté pour qu'il n'y ait pas de bar miteux ni de salon d'aéroport, elle devait trouver un poste dans un restaurant haut de gamme, sinon cela ne se ferait pas. Claire accepta mes conditions, et 3 mois plus tard, elle fut embauchée dans l'un des meilleurs clubs gastronomiques de la ville. Ma mère et la mère de Claire se relayaient pour garder Paul quelques heures par jour lorsque nos horaires de travail se chevauchaient. Je pensais que nous avions un bon mariage. J'aimais sincèrement Claire et je croyais qu'elle ressentait la même chose. Après qu'elle ait commencé à travailler, il n'y avait aucun signe évident de problème. Nous passions moins de temps ensemble, mais je supposais que c'était temporaire du moins jusqu'à ce que Claire retombe enceinte. Malheureusement, il y avait un serpent dans l'herbe. Il s'appelait Neil. Claire et Neil travaillaient ensemble au restaurant. J'avais rencontré Neil à quelques reprises quand je passais au bar, ce que je faisais de temps en temps juste pour passer quelques heures de plus avec ma femme. Je n'ai jamais rien vu entre eux qui ait éveillé des soupçons, alors ce jour fatidique où je suis entré dans notre maison a été un choc total. La maison était impeccable et la cuisine embaumait l'arôme de mon plat préféré. J'ai embrassé Claire et j'ai tapé dans la main de Paul. « Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ?» demandai-je. La réponse de Claire m'a frappé comme un coup de poing dans la poitrine. « Marc, ce n'est pas facile à dire, mais je pars ce soir avec Neil. Nous allons en Californie. Neil a décroché un rôle dans une série télévisée, et il veut que je sois là avec lui. Je ne peux pas en être sûr, mais je crois que je suis resté assis là pendant quelques minutes, regardant alternativement Claire et Paul. Finalement, je suis sorti de ma torpeur. Tu ne prends pas Paul. Oh mon Dieu, non. Paul reste avec toi.
Il est mieux ici, avec toi et nos familles. Il n'y a aucun moyen que je puisse prendre soin de lui tout en travaillant là-bas, et Neil n'a aucun intérêt à être un parent. J'ai craqué et j'ai commencé à crier. Espèce de traîtresse égoïste. Salope infidèle. Comment as-tu pu nous faire ça? Comment peux-tu t'éloigner de moi et de ton propre fils? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça? Tu n'as rien fait, Marc. Mais la première fois que Neil a couché avec moi, j'ai réalisé que c'était fini entre nous. Tu as toujours dit que tu divorcerais si jamais je trompais, et après cette première fois avec Neil, je savais que ça allait se reproduire sans cesse. À ce moment-là, j'ai réalisé que notre fils de près de 3 ans était exposé au langage le plus laid imaginable, venant de ses propres parents. Paul était assis à table, terrifié. Je l'ai soulevé et déposé devant la télé. J'ai mis un film Disney à fond, embrassé le sommet de sa tête et suis retourné à la cuisine. Claire n'avait pas bougé. Qu'est-ce qu'il a de si magique, ce type, pour que tu sois prête à abandonner ta famille pour lui? Ne demande pas, Marc. Tu ferais mieux de ne pas savoir. J'ai réussi à garder mon calme, de justesse. Non, je veux vraiment savoir. Tu n'as jamais semblé malheureuse de notre vie sexuelle. Tu ne t'es jamais plaint. Alors, quel est son secret? Comment fait-il pour voler les femmes des autres? En fait, je n'aurais pas dû poser la question, car sa réponse s'est gravée dans ma mémoire pendant des mois. Disons que la première fois que nous étions ensemble, j'ai cru qu'il allait tenter quelque chose d'inhabituel. Oui, Marc, tu es bien doté, mais Neil, c'est autre chose. Et je commence vraiment à apprécier ça. C'est tout? Tu nous quittes à cause de sa taille? Putain, je vais t'acheter un de ces nouveaux jouets surdimensionnés, et tu restes ici pour élever ton fils. Marc, ça ne mènera nulle part. J'ai déjà pris la moitié de l'argent de nos comptes, et j'ai 2 valises pleines dans la voiture. Je n'aurai pas besoin de mes vêtements d'hiver à Los Angeles, alors donne-les. Je te dirai où j'atterris une fois que je serai à Los Angeles, mais tu as toujours mon numéro de portable en cas d'urgence. J'étais encore sous le choc et je n'ai même pas remarqué que l'alliance avait disparu de sa main gauche jusqu'à ce qu'elle entre dans la pièce avec la télé. Elle a serré Paul dans ses bras, l'a embrassé, puis est sortie par la porte. Le lendemain, je me suis forcé à sortir de la brume et j'ai commencé à démêler nos vies. J'ai annulé les cartes de crédit, clôturé les comptes joints et contacté un avocat pour entamer une procédure de divorce. Le bordel habituel. Claire était partie à Los Angeles avec Monsieur Grand Calibre. Des mois plus tard, mon rétablissement a subi un petit revers lorsqu'un soir, en zappant, j'ai vu ce salopard. Je me suis demandé ce que Claire ressentait en sachant que le personnage de Neil était au lit avec une belle actrice, faisant semblant d'avoir des relations sexuelles. Je ne le vivais pas bien du tout. J'ai arrêté de regarder cette chaîne parce que, parce que 2 personnes étaient au lit ensemble, et que je n'avais pas eu de relations sexuelles depuis des mois. Puis ça m'a frappé, Neil était le type dans le lit. Et pour aggraver les choses, l'actrice avec lui était une blonde qui aurait pu passer pour la jumelle de Claire. Question de timing. J'ai éteint la télé, me suis versé 3 doigts de bourbon, et ai envoyé des pensées de mauvais karma vers l'ouest, directement à Los Angeles. J'ai également inscrit Paul à une garderie où il pouvait aller pendant que j'étais au travail. La mère de Claire a proposé de le garder gratuitement, mais j'étais tellement en colère à l'époque que j'ai refusé par dépit. J'ai permis à ses parents d'emmener Paul en excursion d'une journée le week-end, mais je ne l'ai jamais laissé passer la nuit. Vous pouvez appeler ça mesquin si vous voulez, mais ils ont élevé Claire, et c'était suffisant pour justifier mes actions, alimentées par la trahison qu'elle avait laissée derrière elle. Mes parents ne sont pas venus me dire directement « on te l'avait dit », mais ils ont certainement éprouvé une sorte de satisfaction perverse à ce qui s'est passé ensuite. Apparemment, mon père, soucieux de protéger son petit-fils, a pris sur lui d'engager un détective privé à Los Angeles pour surveiller Claire et Neil. C'est ainsi que nous avons découvert qu'il consommait des substances illégales assez régulièrement. Le détective a également documenté leur fait. Je ne pense pas que Claire ait eu des scrupules à partager, et il était clair que Neil s'en fichait non plus. Le détective privé s'est assuré que le couple soit arrêté pour des délits liés à la drogue. Ce n'était qu'un délit mineur, mais la condamnation, ainsi que les photos de leur soirée, seraient plus que suffisantes pour dépeindre Claire comme une mère inapte si jamais elle changeait d'avis et essayait de récupérer Paul. C'est à la maternelle de Paul que j'ai rencontré ma deuxième femme, Jane. Jane était institutrice et portait un intérêt particulier à Paul. Comme prévu, Paul a eu du mal à s'adapter au divorce et à l'absence quasi totale de sa mère.
La patience et les conseils de Jane l'ont aidé à surmonter les conséquences émotionnelles de son départ. J'ai appris à connaître Jane progressivement lors de nos conférences hebdomadaires d'une demi-heure pour discuter des progrès de Paul. Naturellement, après quelques semaines, la conversation entre nous a commencé à dériver vers des sujets plus personnels. Jane a commencé à me poser des questions pour mieux comprendre comment je réagissais aux difficultés de Paul. Un après-midi, j'ai inversé les rôles et j'ai simplement demandé « Alors, qu'en est-il de vous, mademoiselle Summers? Qu'est-ce qui suscite votre intérêt ?» Jane m'a brièvement raconté son passé. Adolescente, elle avait développé une tumeur qui a nécessité une opération, la rendant incapable d'avoir des enfants. Après le lycée, elle avait sérieusement envisagé de devenir religieuse et avait même passé 6 mois comme postulante avant de rentrer chez elle pour s'inscrire à l'université dans le but de devenir institutrice. Au milieu de sa première année, elle a réorienté ses études vers l'éducation de la petite enfance et travaillait dans cette maternelle depuis 6 ans. J'ai décidé de me lancer à fond. Alors, qu'en est-il de votre vie personnelle? Des relations sérieuses. Jane m'a regardé et n'a rien dit dans un premier temps, comme si elle réfléchissait à la manière de répondre à mon intrusion soudaine dans sa vie privée. Oh, me suis-je dit. Voici venir le moment où elle va m'annoncer qu'elle n'aime tout simplement pas les hommes. Mais au lieu de cela, Jane a souri. J'ai eu des rendez-vous, mais jamais rien de long terme ou de sérieux. Il y a eu un garçon à l'université, mais il voulait vraiment des enfants, et c'est devenu le principal problème entre nous. J'étais encouragé. Est-ce que vous envisageriez de me laisser vous emmener dîner un de ces jours? J'aimerais avoir l'occasion de mieux vous connaître et de vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour Paul. Voir Paul sourire et rire est toute la reconnaissance dont j'ai besoin, a-t-elle dit. Mais si vous m'invitez à dîner, alors oui, j'apprécierais cela. Ce repas du vendredi soir a marqué le début d'une belle amitié, qui s'est épanouie en une romance remarquable. Paul adorait Jane, mes parents étaient attachés à Jane, je chérissais Jane, mais surtout, Jane aimait Paul et moi. Nous nous sommes mariés dans les 12 mois qui ont suivi. Au fil des années suivantes, nous avons reçu de moins en moins de nouvelles de Claire, et j'ai finalement demandé si Jane pouvait légalement adopter Paul. Je me suis rendu à Los Angeles, avec les documents nécessaires, pour discuter de la question en personne. C'était la première conversation sincère que nous avions eue depuis la nuit où elle était partie, et j'ai saisi l'occasion d'obtenir des réponses à plusieurs questions. Dis-moi pourquoi, Claire. J'ai encore du mal à comprendre ton départ en me basant sur la raison que tu as donnée ce soir-là. Non, et je m'excuse pour l'angoisse que je t'ai infligée. Nous nous sommes mariés trop tôt, Marc. Ou plutôt, j'étais trop jeune. Tu sais que j'étais perdu quand nous nous sommes rencontrés, et je croyais que notre amour me transformerait, mais ce n'est pas arrivé. Ensuite, j'ai eu un enfant alors que j'étais encore aux prises avec la notion de « pour toujours ». C'était accablant. J'ai pensé que retourner au travail m'aiderait à sortir et à interagir avec des adultes, mais ensuite Neil est entré en scène, et j'ai commis une erreur. Je me suis laissé séduire par l'illusion. Je suis resté silencieux pendant que Claire parlait, mais elle pouvait discerner la douleur dans mon expression. Tu ne devrais vraiment pas être triste, Marc. Paul et toi êtes mieux sans moi. Et bien mieux avec Jane dans vos vies. Claire et moi avons conversé pendant une 30aine de minutes. Elle a signé le formulaire de consentement permettant à Jane d'adopter Paul, et je lui ai dit au revoir avec un baiser. Même aujourd'hui, je ne comprends toujours pas tout à fait comment une mère peut renoncer à son propre enfant. Je soupçonne que les stupéfiants ont joué un rôle important dans sa déchéance. Néanmoins, rien ne nous avait préparé à l'ampleur de sa détérioration jusqu'à ce que Claire se manifeste à la remise des diplômes de Paul au lycée. À ce moment-là, Neil avait disparu depuis longtemps. Claire était accompagnée d'un homme qui rendait Iggy Pop comparativement robuste. Claire elle-même n'était plus que l'ombre d'elle-même. J'ai eu de la compassion pour Paul, et particulièrement pour les parents de Claire. Comme il doit être dévastateur de voir sa fille se flétrir ainsi. Une fois de plus, l'affection et l'attention de Jane ont aidé Paul à surmonter cette épreuve. Je dois admettre qu'il y a eu des moments où j'ai remis en question la décision de Dieu de ne pas accorder à une femme comme Jane des enfants à elle. Quoi qu'il en soit, j'ai fini par comprendre que Jane n'a pas seulement élevé Paul pour en faire le jeune homme exceptionnel qu'il est aujourd'hui, mais a également influencé la vie de centaines d'enfants grâce à sa vocation de Madame Davis dans l'éducation de la petite enfance. Ted Summers et Vincent Simoncelli, 2 hommes louables et dignes d'être connus. Oncle Teddy n'a pas perdu de temps. Tôt le jeudi matin, 7 jours seulement après mon appel téléphonique du samedi soir, Teddy a frappé à notre porte d'entrée.
Il s'est assis en face de Jane et moi. Je lui ai offert une bière et j'ai retenu mon souffle. Teddy a commencé. Eh bien, d'abord, la bonne nouvelle. Taylor n'a eu aucune activité avec Carlo Barzino. J'ai expiré un souffle que je ne savais pas que je retenais. Jane m'a serré la main au même moment. Je crois qu'il est opportun d'intervenir. Il y a eu un léger flirt entre eux, et Carlo est un charmeur chevronné. Légalement, nous ne pouvions pas intercepter les communications téléphoniques de Taylor, mais en raison des liens de Carlo avec certains individus douteux déjà sous surveillance, mes collègues des forces de l'ordre ont pu obtenir une ordonnance du tribunal pour surveiller les appels de Carlo. Il l'a contacté à plusieurs reprises cette semaine. Il a feint de solliciter ses conseils au sujet d'une petite amie. Taylor a été courtoise au téléphone et a tenté de lui donner des conseils relationnels pour une relation qui, incidemment, n'existe pas, mais elle a refusé toutes ses propositions de se rencontrer en dehors du lieu de travail. Alors, voici la mauvaise nouvelle. La mafia russe a tenté de déterrer des informations compromettantes sur Paul, mais n'a pas réussi à découvrir la moindre faute. Ils adoptent donc une tactique différente. Apparemment, les Russes ont découvert que Claire, la mère de Paul, avait été infidèle. Ils utilisent Carlo, qui a une réputation douteuse de gigolo de luxe, pour tenter d'obtenir des informations compromettantes sur Taylor. L'intention est soit de faire chanter Paul, soit d'anticiper un effondrement émotionnel de sa part en découvrant que sa femme est tout aussi infidèle que sa mère. Tu plaisantes. Il croit vraiment que ça va marcher? Eh bien, mes sources indiquent qu'il existe un rapport d'Interpol qui détaille comment cela s'est avéré efficace une fois auparavant. En Europe, il y avait un procureur qui a totalement perdu le contrôle après qu'on lui ait présenté des photos de sa femme avec plusieurs hommes en même temps. L'homme est entré dans une rage folle et a fait irruption dans un centre communautaire russe local, armé d'une arme à feu. Il a tiré plusieurs coups de feu avant d'être maîtrisé. Plusieurs personnes ont été blessées. Personne n'est mort, mais l'enquête a été suspendue et toute l'affaire a été étouffée. Je sais que cela semble improbable, mais vous connaissez l'adage selon lequel la vérité dépasse la fiction. En tout cas, c'est le récit que mes contacts dans les forces de l'ordre m'ont transmis. Apparemment, les Russes pensent qu'ils peuvent exécuter la même stratégie ici. Très bien. Si c'est le cas, quelle ligne de conduite adoptons-nous? Tout d'abord, contactez Taylor et demandez-lui de vous révéler précisément ce qui s'est passé avec Carlo. Deuxièmement, éliminez Carlo, car il devient probablement désespéré avec le retour imminent de Paul la semaine prochaine. Jusqu'à présent, il n'a commis aucun crime, ce qui signifie que la police ne peut pas intervenir. Et en tant qu'ancien policier, je ne peux pas être directement impliqué dans sa disparition, sinon je perdrai ma pension ou pire. Jane, contacte Vin, le frère de ta mère. C'est son point fort. Teddy suggérait que Vincent, l'oncle de Jane, s'occupe de Carlo, et cela m'inquiétait. Oncle Ted, et si Carlo est affilié aux Siciliens? Les Siciliens et les Russes collaborent-ils? Ça n'arrivera pas, Marc. Ces individus se détestent. Carlo est, à proprement parler, un gigolo indépendant. Il aurait dû se rendre compte qu'en acceptant un emploi des Russes, il s'engageait dans un comportement dangereux. Si Vin le fait disparaître, cette ville sera une ordure de moins. Teddy termina sa bière, se leva, embrassa sa nièce sur la joue et sortit en disant « Bonne chance. Prévenez-moi quand ce sera fini. » Il était impératif d'agir rapidement. Nous étions jeudi et Paul était attendu de retour à la maison mardi ou mercredi suivant, il était donc logique que Carlo essaie de faire son coup pendant le week-end, avant l'arrivée de Paul. J'ai téléphoné à Vincent et lui ai demandé si nous pouvions venir immédiatement. Jane a contacté Taylor et lui a demandé de venir ce soir-là. Ni Jane ni moi n'avions jamais demandé de faveur à oncle Vin auparavant. Je savais qu'il chérissait sa nièce, mais lui et moi n'avions jamais été particulièrement proches. Se souciait-il suffisamment de mon fils, qui n'avait même pas de lien de sang avec lui, pour nous aider dans cette situation? Et qu'en est-il des Russes? L'implication de Vincent pourrait-elle provoquer une forme de conflit entre gangs? Des scènes de astérisque le jour du mariage astérisque et astérisque le parrain astérisque continuaient de se jouer dans mon esprit alors que nous étions assis dans son bureau, lui racontant tout ce que nous avions appris de Teddy. Très bien, dit-il. Demandez à Taylor d'accepter l'invitation de Carlo à se rencontrer. Je suppose qu'il essaiera samedi soir après son service. Il lui versera quelques boissons alcoolisées et, si nécessaire, glissera une substance dans l'une d'elles, puis tentera d'en profiter. Je connais ce Carlo. Il nous a approchés pour demander un emploi, mais nous l'avons refusé en raison de sa réputation.
Je ne suis pas surpris que la mafia russe l'ait recruté. Les individus de cette nature n'ont aucun respect pour les femmes décentes. J'ai été contraint de demander, cela engendrera-t-il des complications entre vous et les Russes? Non. C'est pourquoi ils emploient un étranger. Ils pensent que nous sommes trop stupides pour faire le lien entre eux, Carlo et mon petit-neveu. Quand Vincent a prononcé le petit-neveu, mes yeux se sont écarquillés, et il a remarqué l'expression sur mon visage. Marc, je sais que nous n'en avons jamais parlé. Tu as épousé ma nièce, la fille la plus attachante que j'ai jamais connue. Si j'avais eu la chance d'avoir une fille, j'aurais prié pour qu'elle grandisse et soit aussi belle intérieurement et extérieurement que Jane. J'ai regardé Jane, et elle a rougi. Vincent a continué. Et j'aurais prié pour qu'elle ait la chance de découvrir le genre d'amour que Jane a trouvé avec toi et ton fils. Je fais attention à de telles choses. Je sais que vous deux possédez quelque chose que la plupart des couples n'atteignent jamais, et je vous remercie de le partager avec ma nièce. Rentrez chez vous. Parlez à Taylor et dites-lui de sortir avec cet idiot samedi soir après son service. Il ne lui arrivera rien. Je vous le garantis. Sur ces mots, l'oncle Vincent se leva, me serra la main et embrassa Jane sur le sommet de la tête en la serrant dans ses bras. Il n'y avait aucun doute, les deux oncles l'aimaient comme si elle était leur propre fille. Aussi pénible qu'il ait été de solliciter l'aide de l'oncle Vincent, l'aspect le plus difficile restait à venir. Taylor devait arriver ce soir-là. Elle semblait plus détendue que le samedi après-midi précédent. Dès que nous avons ouvert la porte, elle nous a embrassés tous les deux et s'est assise pour dîner. J'espérais que c'était un signe encourageant. Jane prit l'initiative. Taylor, ce n'est pas facile à dire, mais Marc et moi avons été troublés par ce que nous avons vu samedi. Se passe-t-il quelque chose entre toi et ce Carlo? Taylor réagit violemment à la question de Jane. Maman, comment peux-tu seulement envisager ça? S'il te plaît, Taylor. Je n'ai jamais insulté ton intelligence, ne l'insulte pas non plus. Il était évident que vous partagiez un moment, même sans contact physique apparent, lorsque Marc et moi sommes entrés dans le restaurant. Et tu as été beaucoup trop surprise en réalisant que c'était nous pour professer une innocence totale. Et même si tu ne crois pas qu'il y ait une liaison émotionnelle, il était évident que Carlo, lui, y croit. Taylor fondit en larmes à la fin de l'intervention de Jane. Je suis désolé, maman. Je suis désolé, papa. Je jure que rien ne s'est passé, juste un petit flirt innocent. J'étais mortifié que vous ayez été témoin de ce qui s'est passé samedi. Je ne ferai jamais rien qui puisse blesser Paul. Carlo essaie de me persuader de sortir avec lui, mais j'ai toujours refusé. J'avoue que, pendant les heures de travail, je lui ai permis d'être un peu plus charmeur que je n'aurais dû. Il a une façon de faire en sorte que cela paraisse inoffensif. Mais crois-moi quand je dis que rien de physique ne s'est jamais passé entre nous, et je ne lui ai jamais donné l'impression que nous pourrions être plus que de simples collègues. C'était maintenant mon tour. Compte tenu de la détresse de Taylor, je devais faire preuve de prudence pour la phase suivante de cette intervention. Eh bien, prépare-toi, jeune fille, parce que tu n'as pas encore tout entendu. J'ai ensuite informé Taylor de l'existence des Russes, de la véritable nature des activités de Carlo en tant que gigolo, de l'incident qui s'était produit en Europe et de son rôle dans l'ensemble du complot. Si je n'avais pas parlé directement aux oncles de Jane, j'aurais eu du mal à le croire moi-même, par conséquent, je n'ai pas été surpris lorsque Taylor a demandé si nous n'étions pas en train d'inventer toute cette histoire pour lui faire peur. Jane, appelle l'oncle Ted. Que Taylor entende la confirmation directement de sa bouche. Avec l'oncle Ted au téléphone, nous avons observé Taylor devenir de plus en plus mal à l'aise pendant qu'il corroborait tout ce que nous venions de révéler. Après avoir raccroché, je lui ai offert un verre de brandy. Taylor en prit une bonne gorgée et sembla légèrement requinqué. Qu'est-ce que je suis censé faire maintenant? Est-ce que je devrais démissionner? J'ai répondu à sa question. Non, mais ce que nous allons te demander pourrait s'avérer assez difficile. Tout d'abord, et pardonne-moi de te le demander, jures-tu que rien ne s'est passé entre toi et Carlo? Je m'excuse, mais tout dépend de ta réponse. Les larmes montèrent aux yeux de Taylor lorsqu'elle répondit, s'il te plaît, crois-moi, papa. Je n'ai jamais été avec quelqu'un d'autre que ton fils depuis le jour où nous nous sommes promis notre amour et que nous nous sommes engagés l'un envers l'autre. Si j'étais ce genre de femme, je n'aurais jamais épousé Paul. Je sais à quel point cela l'a blessé lorsque sa mère biologique vous a abandonnés tous les deux, et je ne pourrais pas prétendre aimer un homme tout en lui infligeant une telle douleur. Je désire ce que vous et Jane possédez, ce que mes parents ont, un partenariat à vie avec mon âme sœur.
Et pour moi, c'est Paul. Taylor, cela signifie beaucoup pour moi. Cela étant dit, si tu es d'accord, voici ce que nous avons besoin que tu fasses. Nous avons engagé une paire de détectives privés pour te surveiller au cours des prochains jours. Nous prévoyons que Carlo t'invitera à le rencontrer pour prendre un verre avant le retour de Paul, très probablement samedi soir après le travail. Accepte son invitation. Sur ces mots, Taylor a commencé à secouer la tête et m'a regardé comme si j'avais perdu la raison. Ça va aller, Taylor. Assure-toi simplement que le lieu de rencontre est un espace très public. Pas d'appartement, pas de quartier privé. Les détectives seront à proximité. Avant même que tu ne prennes ta première gorgée, ils interviendront. Je n'ai pas révélé à Taylor que ces détectives étaient, en fait, liés à l'oncle Vincent. Si elle le soupçonnait, elle était assez intelligente pour ne pas exprimer ses soupçons. Lorsqu'ils interviendront, l'un d'eux te placera dans un taxi et te ramènera directement ici. Je me suis également abstenu d'informer Taylor que le taxi n'aurait pas de chauffeur, ce serait un autre homme de Vincent. On ne prenait aucun risque. Comme prévu, Carlo contacta Taylor le vendredi et lui demanda si elle serait intéressée par un verre avec lui après le travail, le samedi. Il exagéra ses sentiments, prétendant qu'il avait besoin d'un point de vue féminin après s'être fait larguer. Il joua la comédie, laissant entendre que son cœur se briserait s'il ne pouvait pas partager son chagrin avec Taylor, parce qu'il l'aimait et la respectait. Étant italien, il affirma qu'il devait comprendre pourquoi les femmes américaines ne le trouvaient ni digne ni attirant. Taylor fit de son mieux pour paraître compatissante et accepta de le rencontrer pour un verre samedi. Elle arriva en retard à son service ce jour-là, manquant la première moitié. Elle nous informa qu'il était hors de question pour elle de travailler côte à côte avec Carlo pendant un service complet de 10 heures. À 23 heures, le taxi de Taylor se gara dans l'allée. Elle entra dans la maison, s'assit sur le canapé et se mit à pleurer sur l'épaule de Jane. Heureusement, l'épreuve était terminée. Le dimanche après-midi, nous allâmes dîner chez les parents de Jane. Je ne fus pas surpris quand oncle Vin apparut. Je sentis l'odeur de lasagne et de pain à l'ail qui cuisait au four et remarquai 2 bouteilles de vin rouge sicilien sur la table. Après le dîner, il invita Jane et moi sur la véranda. Tandis qu'oncle Vin savourait un cigare et que nous sirotions tous de la striga en digestif, il nous informa que tout avait été réglé. Apparemment, 2 des hommes de vin avaient persuadé Carlo de quitter le bar après le départ de Taylor. Je présumais que des armes à feu et des menaces étaient impliquées dans la persuasion, car aucun des autres clients ne sembla remarquer quoi que ce soit d'inhabituel. Carlo fut retrouvé en possession de drogue. Il fut emmené dans un entrepôt et avoua tout volontiers tout en étant enregistré sur vidéo. Carlo avoua tout, y compris l'endroit où il prévoyait d'emmener Taylor après l'avoir drogué. 2 autres hommes de l'équipe d'oncle Vin se rendirent à la chambre d'hôtel, où ils trouvèrent 3 voyous qui attendaient Carlo et Taylor. 2 caméras sur trépied étaient déjà installées pour l'événement prévu. Taylor a eu une chance incroyable cette nuit-là. Les 3 hommes à l'hôtel furent retrouvés le lendemain, bâillonnés et attachés à des chaises. Ils survivront, mais ils ne pourront pas utiliser leurs doigts ou leurs orteils pendant plusieurs mois et auront besoin d'une longue rééducation. Carlo ne sera jamais retrouvé. Taylor resta avec nous jusqu'au retour de Paul à la maison, mercredi. Ce fut une soirée chargée en émotions. Paul fut informé de tout, à l'exception du rôle de l'oncle Vincent dans la disparition de Carlo. Paul est un officier de justice, et il y a certaines choses que l'on ne partage tout simplement pas. Nous lui dîmes que Carlo avait probablement pris la fuite pour éviter la colère des Russes après avoir échoué à séduire Taylor. Nous savons que Paul est trop intelligent pour y croire, mais il est aussi assez intelligent pour savoir quand il ne faut pas poser de questions. Taylor retint son souffle en racontant à Paul le flirt qui avait eu lieu entre elle et Carlo, aussi innocent qu'il ait pu être. La tension dans la pièce diminua considérablement lorsque Paul dit que si tous les couples divorçaient pour un petit flirt au travail, il ne resterait plus beaucoup de mariages. En fait, il admit que lui et Sandra Miller, une autre avocate du cabinet, flirtaient parfois l'un avec l'autre. Nous avons tous éclaté de rire quand Taylor répondit à ses aveux. Dis à cette briseuse de ménage de se tenir à l'écart de mon mari. Taylor rougit immédiatement en réalisant ce qu'elle avait dit. Paul informa son patron du complot, et disons simplement que cela ne fit pas les affaires des Russes. Apparemment, les Russes avaient également tenté de piéger une autre avocate travaillant sur l'affaire dans le bureau de Paul. Elle fit le rapprochement après avoir appris l'histoire de Carlo et Taylor. Le type avec lequel elle venait de commencer à sortir essaya de l'impliquer dans un club échangiste local. Le timing était bien trop suspect, et elle mit immédiatement fin à sa relation avec lui.
Toute la puissance du FBI et des forces de l'ordre fédéral, étatique et local s'abattit sur les Russes. Les collègues de Paul n'avaient qu'une vague idée de ce que les Russes avaient prévu pour 2 d'entre eux. Et comme si cela ne suffisait pas, il semble qu'une certaine connaissance sicilienne à nous ait envoyé un message, si jamais il arrivait quoi que ce soit à son petit-neveu ou à l'épouse de son petit-neveu, tous les paris seraient ouverts. Lors de notre 25e anniversaire de mariage, j'ai vu Teddy et Vincent parler tranquillement dans un coin. Je ne les ai pas interrompus, mais j'aurais donné n'importe quoi pour faire partie de cette conversation. Peu de temps après, Taylor démissionna de son emploi. Elle passa son temps à préparer la chambre d'enfants et à faire du bénévolat dans une école maternelle. Nous avons été surpris de découvrir qu'elle attendait des jumeaux. Les jumeaux sont nés le mois dernier, et oui, ce sont bien les enfants de mon fils.